Toiron, qui est un bioinformaticien et un généticien qui a beaucoup travaillé à Marseille et qui a inventé un programme qui est utilisé au monde qui s'appelle Ticofi, qui est actuellement à Barcelone, et qui a l'esprit très ouvert sur les alternatives codantes et évolutives, qui est très stimulante. Il y en a qui ne comprennent pas le français ici. Deux. Pas du tout, du tout. Non, non. Je peux parler avant. Bon, je vais parler. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas bien l'anglais? Je préfère que je parle en français. Qui préfère que je parle en français? Je vois des doigts qui se lèvent. En espagnol, en catalan, en chinois. Bon, les slides sont en anglais, donc j'espère que les anglophones pourront suivre. Sinon, je rediscuterai avec plaisir le contenu. Alors, ce séminaire résume un peu un travail qu'on a fait ces derniers temps dans mon groupe, de manière à essayer de comprendre un peu comment réconcilier différents niveaux d'information quand on fait de la reconstruction évolutive. Il faut savoir que le fondement, alors je sais, on aura des discussions très intéressantes avec Didier là-dessus, parce que je suis particulièrement d'accord avec lui sur toutes les limites de la vision darwinienne originale de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais malgré tout, un des fondements de notre vision du monde, c'est que les choses évoluent et que la vie dans sa diversité n'apparaît pas comme ça de manière un peu transcendantale, mais elle est la conséquence d'une évolution progressive. Et alors cette évolution, on la comprend pas, on sait où elle va, on ne sait pas où elle va, c'est pas très important, ça ce sont des problèmes religieux, mais cette évolution, elle est importante parce qu'elle nous permet de comprendre, comment une fonction biologique peut être transformée en une autre fonction biologique, et cette continuité-là nous donne énormément d'informations par rapport à finalement la fonction des choses, ou en tout cas la manière dont on peut interférer avec le fonctionnement d'un système. Okay. Et en gros, j'aime bien cette citation, quand l'homme sage monte sur la bonne échelle, tous les fruits deviennent faciles à attraper. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire, et c'est ce qu'on fait en bioinformatique. De manière générale, on essaye de changer notre perspective des choses pour rendre appréhendables des choses qui, par ailleurs, ne l'étaient pas. Alors pourquoi est-ce que l'évolution, c'est important? Ben, ça, c'est cette fameuse figure de Darwin, c'est quelque chose qui est très connu, ça c'est des pinsons, et donc Darwin a observé les pinsons qui avaient des formes de bec qui changeaient. C'est quelque chose qui a pu être reproduit il y a quelques décennies. Il y a un couple de pinsons qui est arrivé encore sur les Galapagos, et on a vu qu'en quelques générations, il y avait des processus d'adaptation qui arrivaient. Alors, ce qui est important ici, c'est pas la forme, l'arborescence. Qu'est-ce que c'est cette arborescence? C'est Darwin, en bon naturaliste de son époque, qui a pris des animaux et qui les a classés par similarité. Darwin n'a pas inventé ce concept, il avait été inventé avant lui, c'est vraiment là qu'on peut même tracer le début de la biologie moderne, mais ce qu'a fait Darwin, et d'ailleurs c'est pas Darwin qui a fait ça, c'est son époque a compris que cette diversité, la manière dont elle se présentait, traduisait vraisemblablement un processus biologique sous-jacent. Et c'est vraiment ça l'intuition de l'époque, c'est de comprendre qu'on a une diversité, des proximités, des choses plus ou moins éloignées, qui traduisent le fait que cette diversité résulte d'un processus de production. Okay. Et ce processus de production, c'est l'évolution. Et donc, à ce moment-là, on peut regarder à nouveau la vie et on peut essayer de comprendre les relations entre les êtres vivants, non pas comme quelque chose qui nous est donné, mais comme quelque chose qui résulte d'un processus de production complexe, mélangeant des aspects stochastiques, des aspects aléatoires, à des aspects de sélection très forts. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque où Darwin a fait ça, le cœur de la vision, c'est vraiment une vision struggle for life, c'est plein de testostérone, il n'y a que le plus fort qui survit et qui reproduit toute la population, etc. C'est l'époque de Adam Smith, un peu quelques décennies après Adam Smith, cette idée que tout est déterminé par la puissance. Et 100 ans plus tard, les premières données de séquençage sont arrivées, et Kimura, quand il a regardé, quand les gens de sa génération, dans les années 60, période beaucoup plus hippie, quand les gens ont commencé à regarder ça, et ont vu qu'il y avait beaucoup de mutations neutres, ils ont été obligés d'inventer un autre concept, qui a été le concept de neutralité, c'est-à-dire l'idée que finalement, une grande partie de la diversité que nous observons résulte de sélection totalement aléatoire.
Et aujourd'hui, on est un peu dans une vision intermédiaire de toutes ces choses. On sait qu'il y a des sites qui sont sous très très forte sélection de purification, et il y a d'autres sites qui sont sous sélection aléatoire, et puis un même site dans une protéine, peut-être pendant une période de l'histoire naturelle sous sélection aléatoire, et pendant une période de l'histoire naturelle sous très très forte sélection. D'accord ? Toutes ces choses varient et fluctuent. Alors, ça c'est un autre type d'arborescence, un autre type de classification qui est faite aujourd'hui. Si c'est quelque chose, pour ceux d'entre vous qui ont fait des stages dans l'industrie pharmaceutique, ben, quand vous allez dans une boîte pharma, vous allez voir cet arbre, c'est l'arbre du kinome, ce sont toutes les kinases humaines, et vous allez le voir, ça a été publié dans Science en 2002, et vous allez le voir affiché absolument partout. Tous les gens qui travaillent auront un print-out de ce poster, et les patrons auront le grand poster qui est comme ça sur tout un mur, et les employés ont juste un tout petit print en noir et blanc, mais tout le monde a cet arbre. Alors, ce qui est remarquable dans cet arbre d'équinase, dans cet arbre phylogénétique d'équinase, qui ne raconte pas l'histoire entre des espèces, dans ce cas précis, mais qui raconte l'histoire entre des gènes, et bien c'est que cet arbre, il est à peu près faux. D'accord ? Il est faux parce que, pour des raisons que je vais vous expliquer tout de suite, on n'a tout simplement pas assez d'informations à l'intérieur des kinases, dans la formation de séquences, pour vraiment reconstruire les branches profondes. On n'a pas assez d'informations. Donc, quand vous avez ici une représentation qui vous dit, alors, grosso modo, la représentation est correcte quand elle dit que c'est ce type de kinase-là, que c'est les séquences qui sont ici, mais cet arbre-là vous dit d'autres choses. Il explique la relation, ou il prétend expliquer la relation entre des groupes de kinases et d'autres groupes de kinases, entre des groupes de paralogues. Eh bien, cette représentation est fausse parce qu'elle est simplement mal soutenue par l'information de séquences qui se trouve dans ces kinases. L'information est saturée pour ces distances évolutives. Et donc, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est pouvons-nous explorer les branches profondes de l'arbre et les rendre correctes et estimer de manière correcte, en tout cas, les endroits où nous nous trompons, les non-unknowns, c'est-à-dire les choses où on sait qu'on a peut-être tort, mais on pourrait faire quelque chose, et identifier des endroits où on ne sait absolument pas ce qui se passe. C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que reconstruire des histoires de paralogues, c'est très important et c'est très intéressant. C'est quelque chose qui va nous raconter comment la vie, à l'intérieur d'un génome, a exploré l'espace fonctionnel et a créé les nouvelles fonctions dont elle avait besoin. Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Alors, pour faire de l'évolution, modeler de manière précise l'évolution moléculaire, ça peut donner des informations fonctionnelles très importantes. Et c'est ça sur quoi on va vouloir travailler. Alors, est-ce que c'est facile ? Vraisemblablement non, sinon je ne vous raconterai pas qu'on fait des choses merveilleuses dans mon laboratoire. Et de quoi avons-nous besoin ? Alors, il faut savoir, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais pour faire des arbres phylogéniques, pour faire des arbres qui racontent la relation entre des protéines, il faut avoir des distances évolutives précises. C'est-à-dire, il faut pouvoir dire, cette protéine et cette protéine-là, il y a 100 millions d'années, elle correspondait à un ancêtre commun qui a été dupliqué ou qui a été séparé par spéciation. Il faut être capable de reconstruire ces choses-là. Et pour ça, on a une hypothèse biologique qui, bien évidemment, est fausse, comme toutes les hypothèses biologiques, c'est l'horloge moléculaire. Alors, l'horloge moléculaire, c'est quelque chose, c'est une observation qui dit que, grosso modo, les séquences protéiques, les gènes, reçoivent un nombre de mutations, acceptent plus précisément un nombre de mutations qui est fonction du temps pendant lequel ils ont divergé. C'est-à-dire que si je prends un gène, si je le duplique, et bien, au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de mutations qui vont séparer ces deux copies du gène va être proportionnel du temps qui a séparé ces deux copies. Alors, dit comme ça, ça a l'air un peu abstrait. C'est pour ça que j'ai préparé un petit film ici, où il y a juste quelques images, qui est issu d'ailleurs d'un bouquin qu'on a écrit avec Jean-Michel Claverie il y a des années, qui s'appelle Bioinformatics for Dummies, et qui raconte l'évolution à travers les plats de spaghettis. Alors, l'histoire est très simple. On a quelqu'un ici un acteur peu connu, qui va manger un plat de spaghettis. Alors comment on va savoir qu'il a mangé un plat de spaghettis? Parce qu'après le repas, on aura une tâche. Donc une tâche, un plat de spaghettis. Donc je reconstruis mon horloge moléculaire, un repas, un plat de spaghettis. Ce monsieur avait beaucoup d'appétit, donc il s'est attaqué à un deuxième plat de spaghettis. Voilà, 2 plats, 2 tâches, 2 plats, 2 tâches. Donc comme ça, en regardant le t-shirt, on peut avoir une estimation précise de la durée évolutive de survie du t-shirt. Mais alors qu'est-ce qui va se passer si ce monsieur a très faim et s'il se met à se goinfrer de spaghettis? On va avoir un pattern
qui est beaucoup plus complexe. Et c'est là que des choses intéressantes commencent à apparaître. Parce que si je regarde en détail, je me rends compte qu'il y a des taches, il y a des gouttes de sauce qui tombent les unes sur les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le t-shirt va cesser d'être informatif quant au nombre de repas que ce monsieur a pris. On approche un phénomène qui s'appelle la saturation. Et en termes évolutifs, eh bien, ça se traduit comme ça. Ça, c'est le vrai nombre de mutations, le nombre de mutations qu'a reçu votre séquence. Et ça, c'est le nombre de mutations que vous pouvez observer. C'est le nombre de mutations que vous pouvez observer parce que les mutations tombent les unes sur les autres. D'accord? C'est quelque chose qui s'appelle de la saturation. Alors, on a des modèles mathématiques qui permettent de mesurer cette quantité-là et d'extrapoler à cette quantité-là. D'accord? On peut modéliser tout ça, mais bien évidemment, plus on s'approche de la saturation, plus cette capacité de modélisation d'un signal dans un autre signal devient compromise. Et en fait, ce qui est intéressant ici, et ce que vous comprenez tout de suite, c'est que ça, c'est ma mesure expérimentale. C'est ce que je vais mesurer. D'accord? Quand ma mesure devient plus ou moins plate ici, les petites erreurs sont très faciles à faire. Or, une toute petite erreur sur cette partie-là du graphe correspond à une erreur conséquente sur cette partie-là, sur mon extrapolation. Et donc, de très petites erreurs sur mon estimation du nombre de mutations observées vont donner des erreurs très très importantes sur mon estimation du nombre de mutations réelles. Or, si je me trompe sur le nombre de mutations réelles, je me tromperai sur l'estimation de la distance évolutive et mon arbre sera donc faux. Et alors, pourquoi est-ce que l'arbre des kinases est faux? Parce que quand on regarde dans votre génome, toutes les kinases que vous avez qui sont orthologues à une kinase de chimpanzé, et toutes vos kinases sont orthologues, vraiment elles sont séparées de très très peu de distance évolutive. Par contre, à l'intérieur de votre génome, vous avez des paires de kinases qui sont séparées par des milliards d'années. Vous avez des kinases qui ont été dupliquées à l'intérieur du génome à l'époque où nous n'étions encore que des bactéries, ou pas des bactéries, mais que des levures ou des choses comme ça, d'accord? C'est des choses qui se sont passées il y a des centaines de milliers d'années, de millions d'années. Et on est forcément dans cette partie du graphe, on est forcément dans une partie du graphe où on va avoir des problèmes à estimer la distance évolutive. Alors, pour avoir des caractères totalement neutres, et même ça pose problème, on cherche des parties non codantes du génome. D'accord? Typiquement, on va regarder les troisièmes bases des codons. Mais il y a des raisons précises pour lesquelles ça pose parfois problème, parce que ces troisièmes bases de codons peuvent déterminer d'autres choses. Mais quand ces parties-là sont totalement saturées, on est obligé de chercher des caractères qui évoluent plus lentement. On est obligé de chercher des caractères qui évoluent sous une forme de sélection purificatrice, d'accord? Typiquement, ce qui évolue sous une forme de sélection purificatrice, ce sont les acides aminés. C'est quelque chose où un certain nombre de mutations va simplement être refusées par la protéine. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une protéine refuse une mutation? C'est très simple. Ça veut dire que la protéine reçoit la mutation et l'organisme qui va être porteur de cette protéine disparaît parce qu'il n'est pas viable. C'est comme ça que la purification, la sélection par purification fait que certains sites ne vont pas muter. Vous avez tous une idée de sites qui évoluent sous purification. Par exemple, les sites actifs de protéines, les sites actifs d'enzymes, typiquement n'ont pas le droit de varier d'une protéine à l'autre. Ils évoluent donc sous sélection purificatrice. D'accord? Et alors ça c'est intéressant parce que même ces sites qui ont tendance à moins facilement accepter des mutations se comportent souvent selon un modèle d'horloge évolutive. Ce qui veut dire qu'on a simplement une horloge évolutive qui avance moins rapidement. D'accord? On a des secondes qui durent moins longtemps ou qui durent plus longtemps. Et ça va nous permettre d'estimer des distances évolutives à des distances plus importantes. Et c'est ce qu'on fait typiquement en phylogénie. Ce qu'on fait, c'est que si on regarde des choses qui sont très très proches, on regarde au niveau de l'ADN, et puis très rapidement l'ADN s'avère être saturé, alors on regarde à un autre niveau. On va regarder au niveau des acides aminés. Et là, on va avoir quelque chose qui va être plus informatif pour des distances évolutives plus conséquentes. Tout en sachant que quand on regarde les choses au niveau des acides aminés, on regarde simultanément la conséquence d'un processus de sélection adaptative, sélection positive, de sélection purificatrice, empêcher le changement des portions essentielles de la protéine et des mutations neutres. Bon, alors, ce qui est important de comprendre, c'est que là-dedans, le cœur du problème, c'est d'estimer correctement ces valeurs, d'estimer correctement les valeurs qui correspondent à la distance entre les protéines.
Et alors, pour estimer ça, eh bien, il nous faut des alignements. Il nous faut des alignements multiples. D'accord? Et donc, la mesure des distances évolutives dépend d'alignements multiples. C'est à partir d'alignements multiples qu'on estime la distance entre toutes les paires de protéines. Alors, ça c'est intéressant parce que les alignements multiples, il y en a beaucoup, et donc nous on en a développé un il y a longtemps en collaboration avec Das Higgins qui s'appelle TICOFI, mais il y en a pas mal. Alors Didier, merci d'avoir dit que TICOFI était l'outil le plus utilisé, mais c'est pas vrai. L'outil le plus utilisé c'est ClustalW, qui avait été fait par Das Higgins. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est sorti dans Nature il y a quelques temps. Donc ClustalW aujourd'hui a 35 000 citations, TICOFI en a à peu près 3 000. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le New York Times, je crois, qui a sorti ça il y a quelques jours. Ils ont montré, si on prenait toutes les publications qui ont été publiées, je ne sais pas, ces 20 ou 30 dernières années, qu'on en imprime la première page et qu'on mette ces pages les unes sur les autres, ça ferait une montagne qui aurait à peu près la hauteur de l'Everest, un tout petit peu plus haut que l'Everest. Sur ces 7500 mètres, je crois que c'est quelque chose comme ça, l'Everest, 7500 mètres de publication, il y en a la moitié qui n'ont jamais été cités. Et les 10 derniers centimètres correspondent à des publications qui ont été citées plus de 1000 fois, d'accord? Et le dernier millimètre correspond à des publications qui ont été citées plusieurs dizaines de milliers de fois. Alors, c'est intéressant parce que ClustalW est une des publications les plus citées. ClustalW numéro 10, d'accord? C'est la 10e citation la plus citée. Alors, ce qui est intéressant sur ClustalW, et je le sais parce que Das Higgins, l'auteur de ClustalW, était aussi mon directeur de thèse, ClustalW a été publié en 1999. En 2001, en 97, excusez-moi. En 2001, avec Das Higgins, nous avons publié le papier de TICOFI. Et dans le papier de TICOFI, avec l'auteur de ClustalW, nous avons montré, chiffres à l'appui, que ClustalW n'était pas la meilleure méthode, n'était pas la deuxième meilleure méthode, mais n'était pas simplement une très bonne méthode. À cette époque, ClustalW avait quelque chose comme 200 ou 300 citations. 15 ans plus tard, ClustalW a 36 000 citations. Pourquoi? Ben, c'est quelque chose qui est très important parce que ça touche aux gens de votre génération. Ça veut dire que les biologistes n'utilisent pas les bonnes méthodes. Les biologistes utilisent les méthodes populaires. C'est un phénomène sociologique auquel on assiste. Ce n'est pas du tout un phénomène scientifique. Si les biologistes regardaient et faisaient leur bibliographie et lisaient exactement, ils utiliseraient la méthode la plus précise du moment. Mais la vérité, c'est que la manière dont les biologistes ont fonctionné jusqu'à présent, c'est qu'ils utilisent les publications scientifiques comme des recettes de cuisine. Et si à l'étape 2 on dit prenez ClustalW et faites cuire vos séquences, ils prennent ClustalW et ils font cuire leurs séquences. Et d'ailleurs je dois dire que la raison pour laquelle TICOFI est utilisé, c'est pas parce que TICOFI est meilleur que ClustalW, pas du tout. La raison pour laquelle TICOFI est utilisé, c'est parce que un an après l'avoir publié, je suis allé visiter le NCBI, Eugene Koonin au NCBI, et Eugene Koonin travaillait sur la même machine que celle sur laquelle je développais TICOFI. Donc je l'ai installé sur la machine de Eugene Koonin. Et Eugene Koonin est un des auteurs principaux de génomique, et il publie quelque chose comme 50-60 papiers par an, donc beaucoup de gens, si Eugene Koonin l'utilise, ils l'utilisent. Et c'est pour ça que TICOFI s'est retrouvé très cité. Bon, après, on peut discuter si Eugene Koonin utilise quelque chose, c'est peut-être une bonne idée de l'utiliser. Donc il y a quelque chose d'un tout petit peu plus rationnel ici, mais le fait est qu'il faut que vous acceptiez ce principe. La communauté biologique n'est pas une communauté rationnelle. Les décisions ne sont pas forcément prises sur des critères rationnels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que faire un alignement multiple, j'ai tout un cours sur l'alignement multiple, peut-être certains d'entre vous le savent, c'est ce qu'on appelle en informatique un problème NP complet, c'est-à-dire un problème qu'on ne peut pas résoudre. On est obligé de le résoudre de manière approximative. Et dès qu'on se met à résoudre les problèmes de manière approximative en biologie, eh ben, on a des solutions différentes. Et alors, si on regarde les aligneurs multiples et leurs relations avec la phylogénie, eh ben, on voit que sur ces 3 dernières années, il y a eu, sur ces 4-5 dernières années, pardon, il y a eu 3 papiers de très très fort impact liés à la relation entre alignement multiple et phylogénie. Okay, et ce sont les 3 papiers qui sont là, et je vais discuter plus en avant 2 d'entre eux. Mais alors celui-là est très intéressant, c'est celui par Suchard, qui a été publié en 2007, je crois. Et alors ce papier par Suchard montre quelque chose que tout le monde savait, mais que personne n'avait pris la peine de publier. Et Suchard a pris la peine de le publier, et ça a fait un papier dans Science, et c'est une opération superbe, simple. On prend un dataset, c'est-à-dire on prend un groupe de séquences, dont on sait que forcément, même si on ne connaît pas l'arbre correct derrière ces séquences, même si on ne connaît pas l'arbre phylogénique qui relie ces séquences, on sait que ce sont les mêmes séquences
Donc des alignements multiples, tous ces alignements multiples devraient donner, quand on les transforme en arbres phylogéniques, ils devraient donner le même arbre. Or, on se rend compte que dans un cas significatif, dans un nombre significatif de cas, les arbres sont différents, d'accord? Et ça, c'est ce que Suchard a appelé l'incertitude liée à l'alignement multiple. Et c'est comme ça qu'il a établi que dans le bruit de l'analyse que nous faisons in silico quand on fait des reconstructions évolutives, dans ce bruit-là, il faut non seulement tenir compte de la modélisation de l'évolution que nous avons, de la manière dont on construit les arbres, mais aussi de l'effet du bruit sur de l'effet du bruit dans la construction des alignements multiples. Okay. Et je veux, par exemple, pourquoi est-ce qu'on veut faire ces arbres et pourquoi c'est si important et pourquoi c'est si important de ne pas avoir du bruit? Alors, je ne sais pas si vous avez, si Didier vous a raconté la jolie histoire qu'ils ont eue avec Trophérima Whitley, je crois, il y a une dizaine d'années maintenant. Mais c'est une histoire typique où une analyse phylogénétique a permis d'établir un résultat biologique de grande qualité. Je crois à l'époque c'était Hiroyuki Ogata qui travaillait avec Didier, qui a fait des arbres phylogéniques sur tous les orthologues entre Trophérima Whitley et Escherichia coli, de manière à identifier non pas l'homologie entre des gènes, mais à établir la similarité de fonction. Quand vous prenez un gène et que vous le blastiez contre un autre gène, vous allez avoir une idée de la fonction biochimique au niveau le plus bas. Mais cette fonction-là, c'est un peu comme si je vous réduisais à être votre formation professionnelle. D'accord? Vous êtes biologiste, généticien. Une autre définition de votre fonction sociale, c'est votre métier. C'est-à-dire non pas seulement la formation que vous avez reçue, mais l'endroit où vous exercez cette formation. Et quand on analyse des protéines, il y a la fonction biochimique au niveau le plus bas, c'est une enzyme, une transaminase, mais il y a de manière plus importante l'endroit où cette fonction a lieu. Et pour connaître l'endroit où cette fonction est exercée, il faut avoir une reconstruction évolutive. Et c'est ce que Hiro et Didier Raoult ont fait à cette époque. Et de cette manière, ils ont pu montrer que dans Trophérima Whitley, il manquait un certain nombre de voies métaboliques de base qui auraient permis à la bactérie de vivre dans un milieu annexique, je crois qu'on dit, axénique, pardon. Dans un milieu axénique, et qui aurait donc permis d'avoir un test très rapide. Donc ils ont, je crois à l'époque, vous avez rajouté les 4 ingrédients qui manquaient dans le milieu de culture, et aux surprises, la bactérie pouvait croître sans être obligée d'infecter une cellule eucaryote. Donc vous aviez accès à un test beaucoup plus rapide. Et ça, c'est le cas le plus frappant que je connais d'une situation où une analyse phylogénique très très fine a pu conduire à une conclusion fonctionnelle très précise qui a conduit à une application remarquablement efficace. Okay. Alors je sais que vous avez essayé dans d'autres circonstances, c'est pas toujours aussi simple que ce que je raconte ici, mais ça c'était un cas où avoir des arbres phylogénétiques de très bonne qualité permet de tirer des conclusions très intéressantes. Le problème, c'est que si on utilise différents aligneurs pour faire ces arbres, eh bien, on va avoir des arbres différents. Donc on a énormément de bruit et il faut arriver à travailler avec ce bruit. Alors j'aime bien montrer ce papier parce que c'est un papier dans Science. Et alors si on lit la première page du papier, on voit qu'il discute déjà la figure 2A qui parle d'une forte corrélation positive entre deux mesures. Et ensuite, si on tourne la page, on voit que c'est la forte corrélation positive dont ces gens parlent. Ce qui me conduit à dire, vous savez, on dit souvent que les poissons rouges ont 5 minutes de mémoire. Ben, les scientifiques, apparemment, ont une page de mémoire. Ils tournent une page. Alors après, ils se sont disputés un peu sur cette histoire. Il y a des gens qui ont répondu au papier en disant « mais votre corrélation, elle n'est pas forte du tout ». Alors ils ont massé un peu les données, etc. Ça ne change pas grand-chose au résultat. Hein. C'est juste un peu la manière amusante dont le papier est écrit. Alors, maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on peut aider les aligneurs multiples à améliorer leur niveau d'accord. C'est un travail qu'on a fait avec un étudiant à moi, et ça nous ramène à TICOFI. Alors, pour ceux qui se demandent, TICOFI, ça veut effectivement dire quelque chose, ça veut dire Tree-Based Consistency Objective Function for Alignment Evaluation. Et si je disais que le doctorat est un peu une vie en accéléré, on commence le doctorat petit enfant, ensuite bébé, ensuite on est petit enfant, et il y a un moment du doctorat où on devient, de la thèse, où on devient un adolescent rebelle, d'accord? Et c'est le moment où on se met à donner des noms un peu stupides au programme. Et là, c'est le nom que j'ai donné à cette époque-là. J'étais très content d'avoir réussi à donner un nom absolument stupide. Il y en a qui doivent rester adolescents. Pardon? Je dis qu'il y en a qui doivent rester adolescents longtemps. Oui. Et du coup, ça a eu pas mal de succès, donc je me suis retrouvé bloqué avec ce nom, qui est facile à mémoriser, c'est sa qualité.
Si vous avez un nom à donner, évitez de mélanger les majuscules et les dashes et des choses comme ça. Ça peut rendre les choses difficiles. Bon, la façon dont fonctionne Tcoffi, c'est très simple. Tcoffi permet d'utiliser un peu mieux l'information qui se trouve à l'intérieur des séquences. C'est-à-dire que pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, on aimerait aligner les séquences en les comparant toutes à la fois. Pour comparer deux séquences, il faut faire un nombre d'opérations qui est proportionnel au produit de la longueur de ces séquences. Si on voulait comparer trois séquences avec la même précision, il faudrait calculer le cube. Si on voulait calculer l'alignement avec la même précision, il faudrait calculer en 4 dimensions. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, si j'utilisais l'algorithme précis pour aligner deux séquences et que ça mette 1 minute, pour aligner 10 séquences, il me faudrait environ 5 millions d'années. On ne peut pas. Et c'est le seul moyen que j'ai de garantir l'utilisation de toute l'information contenue dans toutes les séquences. Donc à ce stade-là, on est obligé d'utiliser des méthodes approximatives. Et les méthodes approximatives, typiquement, elles suivent un pré-clustering des séquences. Et alors, elles vont faire des erreurs. Par exemple, quand Cluster aligne ces deux séquences, A et B, il fait une petite erreur ici, et cette erreur est impossible à corriger quand les autres séquences arrivent. Quand Tcoffi fonctionne, Tcoffi essaye, de manière relativement économe, d'utiliser de l'information contenue dans toutes les séquences, et c'est ce qui lui permet d'éviter ce genre d'erreur. D'accord ? On appelle ça des algorithmes gloutons, c'est-à-dire des algorithmes qui, sans se préoccuper de l'étape suivante, prennent des décisions en ne considérant qu'une petite quantité de l'information disponible dans le dataset. Alors, comment ça fonctionne? Tcoffi, c'est très simple. On commence à calculer 2 à 2 tous les alignements de séquences, A contre B, A contre C, A contre D, B contre C, etc. Et alors, si je vous montre ça, on appelle ça une librairie dans le jargon de Tcoffi. Si je vous montre ça, je peux vous demander combien d'alignements est-ce que j'ai de la séquence A avec la séquence B. Combien est-ce qu'il y a d'alignements? Pardon? Vicky? Un seul. Oui, oui, mais si je pose la question, c'est peut-être peut-être qu'il y a une astuce. Alors, combien il y a d'alignements de A avec B là-dedans? Il est fou, il est fou. J'entends cette pensée. Combien il y a d'alignements de A avec B? Alors, c'est ça l'astuce. Il y en a plus d'un. Il y a l'alignement de A avec B, mais regardez, il y a l'alignement de A avec C et l'alignement de C avec B. Donc cet alignement de A plus C suivi de C plus AB, c'est un alignement de la séquence A avec la séquence B à travers la séquence C. D'accord? Et ainsi de suite. Dans la vie, on pratique ce genre de transition très très fréquemment. Si vous êtes par exemple en train de recruter un étudiant, vous allez avoir une interview avec cet étudiant, voilà, vous avez 5-10 minutes, ça vous permet de vérifier des choses simples, mais après, si vous recevez une lettre de support de quelqu'un que vous connaissez très bien et qui lui-même connaît très bien cet étudiant, ben vous allez donner plus de valeur à ce jugement intermédiaire, c'est-à-dire à la séquence C intermédiaire, que vous donnerez à votre propre jugement de valeur. Et comme ça, dans Tcoffi, on peut accumuler toutes les séquences comme des intermédiaires possibles, informant le logiciel ou l'algorithme, informant l'algorithme sur la relation entre la séquence A et la séquence B. Ok? Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais grosso modo, si vous faites un alignement classique de type Clustal W, quand vous alignez deux séquences, le score pour aligner deux symboles entre ces deux séquences vient d'une matrice de substitution qui dit que tryptophane avec tryptophane, c'est mieux que tryptophane avec glycine. Dans Tcoffi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans Tcoffi, le score pour aligner deux résidus, c'est le nombre de fois où ces deux résidus ont été vus alignés dans la librairie, soit directement, soit au travers d'une troisième séquence. Et grâce à cette approche, eh bien, nous faisons rentrer dans l'alignement de deux séquences de l'information provenant de toutes les séquences du dataset. Okay? Et alors, en gros, ça ressemble à un algorithme d'alignement multiple classique, sauf que très tôt dans le processus, eh bien, on partage l'information entre les séquences. On utilise mieux l'information des séquences. Alors, c'est pas ça que je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer un autre aspect. C'est une normalisation de cette fonction. Ce dont on s'est rendu compte avec mon étudiant, avec Jiamin Chang, c'est que en réalité, on pouvait comparer ça. Ça va être le score de l'alignement de deux résidus, X et Y. C'est une formule qui a l'air compliquée, mais ne rentrons pas dans les détails. Je suis juste en train de comparer le score dont je vous parlais, c'est-à-dire la somme du score avec tous les triplés, X et Y, toutes les fois où X et Y sont bien alignés, où la séquence intermédiaire est d'accord. Et je suis en train de comparer ça avec des situations où la séquence intermédiaire n'est pas d'accord.
la situation où on a des triplés, où X est aligné avec Y est aligné avec Z, et X ne se retrouve pas aligné avec Z. La situation où on n'a pas un triplet fermé, d'accord? En gros, je suis en train de dire, si toutes mes séquences étaient d'accord entre elles, toutes mes paires de séquences étaient d'accord entre elles, eh bien les triplets seraient toujours fermés. Et je dis, maintenant, comparons le total des triplets fermés que j'ai avec le total des triplets fermés que je pourrais avoir si tout le monde était d'accord. Okay? C'est un peu comme si je comparais le nombre de gens qui m'ont dit que l'étudiant que je veux recruter est un bon étudiant, divisé par le nombre de gens à qui j'ai demandé leur opinion. Si j'ai 100% d'accord, ça veut dire que vraisemblablement je ne me trompe pas. S'il y a la moitié qui sont d'accord et la moitié qui ne sont pas d'accord, peut-être que je commets une erreur. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici. Et alors après, on peut jouer avec cette mesure et on peut la colorier, on peut la modifier de façon à avoir un score pour chaque résidu dans l'alignement multiple. D'accord? Alors là, c'est une représentation, c'est une figure qu'on a, où les résidus en minuscules se trouvent être mal alignés d'un point de vue structurel, alors que les résidus en capital sont bien alignés. Bon, ça c'est quelque chose qu'on faisait depuis un certain temps, mais on a fait un effort et on a essayé de quantifier la validité de cette mesure. Alors comment on va savoir si un alignement multiple fait de bons alignements? Jusqu'à présent, l'approche était très très simple. On faisait des alignements structuraux, des alignements multiples structuraux basés sur la structure, qui nous donnaient ce qu'on appelait un alignement de référence. L'alignement est correct, et ensuite on compare cet alignement de référence avec un alignement produit par n'importe quelle méthode, par la méthode X. Okay? Et alors, bon, c'est du benchmark qui a été fait depuis des années avec les alignements multiples. Ça permet de dire, eh ben, Clostal est moins bon. Quand je vous ai dit tout à l'heure que dès 2001, on savait que Clostal W était moins bon que Tikofi, c'était grâce à un résultat basé sur ce type de benchmarking. On les avait comparés et non, Clostal n'était pas très bon. Alors là, on a été un petit peu plus loin et on n'a pas demandé est-ce que les aligneurs sont meilleurs ou moins bons les uns que les autres. On a demandé est-ce que, si on considère, donc tous nos acides aminés dans l'alignement multiple, on peut leur donner un score entre 0 et 10. Si on considère que tous ceux qui ont un score de 10 sont corrects, est-ce qu'on va faire de meilleures prédictions? Et quand on compare cette approche-là avec d'autres approches, Hot et Guidance par Dan Crauer, on se rend compte que la méthode que je viens de vous décrire est beaucoup plus discriminative. C'est-à-dire que le score d'évaluation des acides aminés permet de discriminer entre les acides aminés qui sont structurellement correctement alignés et ceux qui ne sont pas structurellement correctement alignés. D'accord? Donc ça c'est intéressant, c'était pas très très neuf, mais c'était un premier résultat important. Ce n'est pas le résultat intéressant du papier. Alors évidemment, on peut utiliser ça pour filtrer les alignements, etc. etc. Ce n'est pas le résultat le plus intéressant du papier. Le résultat le plus intéressant du papier, il vient ici. Donc, bon, on a une méthode qui montre qu'un aligneur comme Tikofi permet de discriminer les résidus qui sont bien alignés d'un point de vue structural de ceux qui sont mal alignés d'un point de vue structural. Mais la question est de savoir, est-ce que ça va aussi nous permettre de faire de meilleurs arbres phylogénétiques? Okay? Et alors là, il y a une analyse très simple. J'aime bien montrer ce slide à mes étudiants. C'est un cas typique d'évolution convergente. Si je compare Poséidon, dieu des océans, avec Ganesh, l'éléphant, ben, clairement, la relation évolutive la plus directe entre Poséidon et l'éléphant, c'est la patte. D'accord? La patte de l'éléphant est l'homologue évolutif de la main de Poséidon. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu une trompe d'éléphant. Ce sont vraiment 3 doigts. D'accord? Donc si je fais une analyse purement structurelle, je vais trouver que la relation fonctionnelle ou structurelle la plus forte, c'est entre la main de Poséidon et la trompe de l'éléphant. D'accord? Et ça, ce sera un cas d'évolution convergente. La trompe de l'éléphant a convergé jusqu'à acquérir une fonction très semblable à celle de la main. Si c'est comme ça que ça fonctionne au niveau structural, on ne peut pas faire de la reconstruction évolutive à partir des structures, parce que les structures sont sous une pression de sélection beaucoup trop forte. Ce sont ce qu'on appelle des effets de confusion. Et effectivement, il y a un papier qui a été publié, donc c'est le deuxième papier que je montrais tout à l'heure dans Science, et ce papier a montré que quand on utilise des méthodes qui sont phylogeny aware, c'est peut-être écrit par Van Damme ou quelque chose comme ça, mais donc des méthodes qui utilisent l'information phylogénique,
elles vont, alors on peut avoir, donc cette méthode s'appelle Prank, et cette méthode fait vraiment des arbres qui sont nettement meilleurs que les autres au niveau de la phylogénie. Alors c'est intéressant, ils n'ont pas trop insisté là-dessus, mais en réalité Tikoffi est un peu meilleur que Prank dans leurs analyses, d'accord? Mais bon, c'est Prank, donc Prank est en violet ici. Et ce que vous voyez ici, c'est la profondeur des arbres phylogéniques, et ça c'est le niveau d'erreur, d'accord? Et ce qu'il montre ici, c'est que dans les branches très profondes, eh bien Prank a tendance à faire moins d'erreurs que les autres méthodes. Et dans les branches peu profondes, c'est encore plus clair, d'accord? Donc ça c'est le logiciel qu'ils ont publié, l'algorithme qu'ils ont publié il y a quelques années, ils ont montré Prank est vraiment meilleur pour faire des reconstructions évolutives. Quelques mois plus tard, nous-mêmes et d'autres avons fait une réanalyse de Prank, cette fois en demandant mais est-ce que Prank est un bon aligneur d'un point de vue structural? Et la réponse est incroyable. Prank est un des pires aligneurs d'un point de vue structural. C'est-à-dire que je prends un dataset où j'ai des structures, je connais l'alignement correct, j'utilise Prank, Prank est quasiment 10 points, 20 points moins bon que toutes les méthodes qui sont aujourd'hui couramment utilisées. Je prends un dataset où je connais la phylogénie, ce sont des datasets simulés, et Prank est meilleur que tout le monde. Donc ça a conduit les gens à dire, ben, c'est pas grave, on est obligé d'accepter, donc c'est ce que je résume là, on est obligé d'accepter que des alignements structurellement corrects et des alignements évolutivement corrects ne sont pas forcément identiques. Et donc ça c'est quelque chose qui a alimenté de grandes discussions. Et on a voulu poser la question. On a dit, ben nous, on a une méthode qui nous permet de reconnaître les positions qui sont correctes. Est-ce que ces positions dont on sait qu'elles sont structurellement correctes vont nous donner de meilleurs arbres évolutifs, de meilleurs arbres phylogéniques? Et c'est ce qu'on a fait par la suite. On a simplement posé cette question. Alors c'est très compliqué à discuter, il y a beaucoup de chiffres. Je vous engage à lire le papier si ça vous intéresse. Mais ça c'est une figure qui résume tout. Ce sont des datasets qui sont similaires à ceux qui ont été montrés avec Prank tout à l'heure. Plus on est bas ici, meilleur est l'arbre. Et alors la dernière méthode qui est ici, la méthode bleue, c'est notre méthode, d'accord, Weighted Replicate. Et alors ce que vous voyez, c'est que de manière consistante, cette méthode performe mieux que les autres méthodes. C'est-à-dire que quand on utilise pour filtrer un alignement multiple l'indice de qualité que je vous montrais tout à l'heure, et ça fonctionne sur n'importe quel alignement, pas seulement sur les alignements Tikoffi, sur les alignements Clustal, n'importe quoi. On prend un alignement par n'importe quel aligneur, on le réévalue avec notre méthode, on utilise cette pondération pour faire un arbre phylogénique, et bien systématiquement on a un meilleur arbre phylogénique. Alors ce qui est remarquable ici, c'est que la méthode qu'on vient d'utiliser, c'est une méthode qui peut aussi être utilisée pour reconnaître les bonnes positions d'un point de vue structural. Ça veut dire que ce que dit la structure et ce que dit l'évolution n'est pas fondamentalement opposé. Et c'est ce qui est montré ici. Alors, c'est un résultat important, et il y a quelque chose qui est assez marrant dans notre méthode. Alors, on a tout fait. D'habitude, la manière dont les gens font ça, c'est très simple. C'est G-Blocks, que certains d'entre vous utilisent sans doute. Et ce sont des méthodes qui vont parcourir l'alignement et identifier toutes les régions qui ne sont pas belles, et qui vont les enlever. Je déteste ces méthodes parce qu'elles enlèvent de l'information. Et elles enlèvent de l'information dont on n'a aucune idée si elle pourrait être utile à un moment ou à un autre. On a préféré développer, je crois que c'est la première méthode qui a été développée comme ça, une méthode où chaque position a un pourcentage, a un score entre 0 et 100, ou entre 0 et 10, peu importe. Et plutôt que d'enlever les positions auxquelles on fait peu confiance, on va simplement amplifier les positions pour lesquelles on a une forte confiance. Par exemple, cette position a un score de 5, eh bien, on va la répliquer 5 fois dans l'alignement. Cette position a un score de 2, elle va simplement être répliquée 2 fois dans l'alignement. Et on va se retrouver comme ça avec ces gros alignements où chaque position aura une contribution pondérée par le niveau de fiabilité qu'on lui associe. Et c'est cette méthode-là que nous avons utilisée pour montrer que des reconstructions évolutives basées sur ce genre d'analyse étaient meilleures que des reconstructions évolutives basées sur les analyses classiques. Donc notre conclusion, et elle est très importante ici, c'est que la précision structurale et phylogénétique ne sont pas mutuellement exclusives. Contrairement à ce qui a été dit, eh bien, quand on fait un alignement qui est correct d'un point de vue structural, cet alignement va être plus informatif d'un point de vue évolutif. Et ça, c'est un résultat fondamental qui a été le départ d'une nouvelle série d'analyses, et je terminerai pendant les 20 dernières minutes là-dessus. Est-ce qu'on peut aller une étape plus loin, et est-ce qu'on peut utiliser les structures comme des caractères évolutifs? Je vous ai dit tout à l'heure que quand les séquences étaient proches, on utilisait les parties peu déterminantes de l'ADN comme caractères neutres. Quand les séquences sont un peu plus distantes, on utilise les acides aminés,
qui sont ennuyeux parce qu'ils évoluent sous purification, sous sélection purificatrice, est-ce qu'on peut utiliser la structure? On a coutume de dire que les séquences protéiques évoluent plus rapidement que les structures. Ça ne veut rien dire. En réalité, tout le monde évolue au même rythme, tout le monde est dans le même véhicule, mais il se trouve que d'abord, que les structures, le phénotype des structures, l'arrangement des structures se modifie plus lentement que les séquences qui codent pour ces structures ne se modifient au cours du temps. Ça veut dire qu'on peut très bien, et on a ce cas-là, on a des séquences protéiques qui ont moins de 20% d'identité entre l'humain et certaines bactéries, et quand on compare les structures, on voit que les structures sont quasiment identiques. D'accord ? Et c'est pour ça, par abus de langage, on dit souvent, les structures évoluent plus lentement que les séquences, elles sont plus résilientes. Alors, ça c'est une vieille étude qui a été faite en 86 par Chosia et Lesk, c'est le début de ce qu'on appelle la Twilight Zone, si vous en avez entendu parler. Ce sont des séquences, on voit qu'avec des séquences qui ont jusqu'à 60% seulement d'identité, la superposition structurale est quasiment parfaite. C'est-à-dire que ces séquences-là, qui divergent depuis des dizaines de millions d'années, sont quasiment indiscriminables d'un point de vue structural. Ce qui veut dire que si on cherche un caractère dont l'horloge moléculaire va être encore plus lente que les acides aminés, et bien c'est ça qu'on doit regarder. On doit regarder au niveau structural. Le problème, c'est qu'il y a des pièges. C'est le piège de la trompe de l'éléphant que je vous montrais tout à l'heure. Au niveau structural, comme on est en train de regarder des choses qui sont vraiment sélectionnées pour avoir une fonction, c'est-à-dire que si une structure protéine ne se folde pas correctement, elle va généralement précipiter dans la cellule et elle va tuer la cellule. Donc même les protéines qui ne sont pas essentielles, quand elles sont mises foldées, peuvent avoir un phénotype très très détrimental, ce qui veut dire qu'on va avoir une sélection très très forte et donc des phénomènes d'évolution convergente. Okay, et alors, donc ce que je vous montrais, ça c'est intéressant parce que vraiment on regarde uniquement les mutations qui restent depuis longtemps, mais vous avez aussi des cas où on va avoir des patterns qui apparaissent et qui apparaissent uniquement parce qu'ils ont été sélectionnés. Et donc ça ne nous informe absolument plus sur la distance évolutive. Ça nous informe simplement sur des contraintes évolutives très très fortes. C'est pas tout à fait la même chose. Alors est-ce qu'on peut faire des classifications de structures qui vont être évolutivement informatives? Et ça, c'est un travail qu'on a fait avec Serrano, donc c'est la famille des tumor necrosis factors. Alors, quasiment une grande partie de l'information importante dans notre organisme est médiée par ces protéines, ces molécules qui ressemblent à des cytokines, d'accord? Les cytokines en font partie, et qui vont être typiquement des signaux de réaction antivirale, des signaux de fièvre, des signaux d'inflammation. Énormément de signaux importants dans notre organisme sont médiés par cette classe de protéines. Alors cette classe de protéines, elle est très caractéristique. Hein. On a typiquement une partie intracellulaire qui va être consacrée à la médiation du signal, et puis on va avoir une partie extracellulaire qui est consacrée à la réception du signal. Alors ce qui est intéressant dans cette partie extracellulaire, c'est qu'on a des petits domaines qui s'appellent les cysteine-rich domains, des domaines très enrichis en génétique, en cystéine, ils sont petits, et c'est les cystéines qui les rigidifient. Les petits domaines ont tendance à nécessiter des ponts disulfures, et donc on en a ici, on en a de 1 à 5, d'accord? Et alors si on les regarde, et si on fait un alignement de ces choses-là, on comprend pourquoi ça s'appelle cysteine-rich domain. On voit que les patterns de cystéine ont tendance à être très très conservés. Okay. Alors là, le premier exercice quand on travaille sur quelque chose comme ça, c'est d'essayer de chercher tous les domaines disponibles dans les banques de données. Et là, on a une surprise assez intéressante. Alors je ne sais pas si vous savez ce que sont SMART, PIFAM et ProSite. Est-ce que vous savez? Bon, les protéines contiennent des domaines, d'accord? Une protéine, souvent, c'est quelque chose qui est modulaire et qui est fait d'une combinaison de domaines. Il existe des banques de données qui contiennent des modèles pour ces domaines, des modèles cachés de Markov, typiquement. Alors, pour faire un modèle caché de Markov, on a un groupe de biologistes qui identifient des protéines qui ont des propriétés démontrées particulières, qui font un alignement multiple des régions de ces protéines qui leur correspondent et qui transforment ces alignements multiples en modèles pour aller les chercher dans les banques de données. La banque de données la plus connue pour ça, elle s'appelle PIFAM. C'est la plus grande. Elle contient tous les domaines. SMART, c'est une toute petite banque de données qui a été faite par Chris Ponting et Pierre Borg, qui sont des biologistes de très 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 haut niveau. D'accord? ProSite, ça a aussi été fait par des biologistes en Suisse. Et alors, ce qui est remarquable là-dedans, c'est que vous voyez que les 3 banques de données sont à peu près d'accord sur 34, mais la seule qui trouve à peu près tout, c'est SMART. Pourquoi? Parce que derrière SMART,
on a une banque de données qui a été faite à la main avec des biologistes qui connaissaient parfaitement leurs séquences. Derrière PIFAM, on a une procédure semi-automatique par des gens qui sont seulement intéressés par faire la plus grosse banque de données. C'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête dans les analyses futures que vous ferez. Quand vous travaillez avec des banques de données qui sont faites, dont la curation est faite de manière manuelle, ben, il y a des gens qui travaillent mieux que d'autres. Okay, et c'est quelque chose qui est particulièrement remarquable ici, à quel point Smart, c'est Peerboard, j'ai pas les blogs de Kounin, mais ce serait à peu près la même chose. Les gens qui aiment leurs protéines mettent de la bonne biologie dans leur domaine, et ça fait des outils d'investigation qui sont très très supérieurs à ceux qui sont faits automatiquement. Bon. Maintenant, si on essaye de faire une classification basée sur la structure, parce qu'on a une trentaine de structures pour ces choses-là, on se rend compte que c'est très compliqué. Ces cysteine rich domains qui peuvent être alignés sont finalement assez différents d'un point de vue structural. Quand on essaye de les superposer, on voit que ce n'est pas tout à fait simple. Et si on voit dans une banque de données de classification structurale qui s'appelle CAT, ben c'est quand même incroyable. Moi j'appelle ça une classification de type Al-Qaïda. Je ne sais pas si vous vous souvenez, chaque fois, maintenant un peu moins, mais chaque fois qu'il tuait quelqu'un d'Al-Qaïda, c'était toujours le numéro 2. D'accord ? Ce qui laisse penser que Al-Qaïda a la structure la plus plate de l'univers, où tout le monde est numéro 2. Et donc là, vraiment, on a une structure totalement plate, où on ne peut pas distinguer ces choses-là. Si on essaye de faire, à partir de l'alignement multiple, un arbre phylogénique classique avec les séquences, ben on a quelque chose qui ressemble à un oursin. Hein. On est à Marseille, les gens mangent des oursins. Ben c'est exactement ce à quoi ressemble votre classification. C'est absolument pas informatif. Ici en rouge, vous avez des cysteine rich domains dont les fonctions sont un peu connues. Ils devraient tomber dans le même point de l'arbre, mais on se rend compte qu'ils ne tombent pas dans le même point de l'arbre. Alors nous avons essayé de développer, à partir de quelque chose que j'avais fait à l'époque avec Fabrice, qui est ici dans le labo de Claverie, une méthode de comparaison des structures, de comparaison de séquences, basée sur la comparaison des distances intramoléculaires. D'habitude, quand on compare deux structures, on les superpose et on mesure quelque chose qui s'appelle le RMSD, c'est-à-dire la distance entre les carbones homologues. Mais ça, c'est ennuyeux parce qu'il faut d'abord superposer les structures, ça pose des problèmes. Nous, on a essayé de faire une méthode qui soit basée sur la comparaison des distances intramoléculaires. C'est-à-dire que si ce résidu et ce résidu sont effectivement homologues, alors la distance dans l'espace entre ces deux résidus doit être aussi similaire possible que la distance de l'espace entre ces deux résidus. C'est un caractère qui est très intéressant, parce que si j'essayais de faire ma phylogénie basée sur la conservation des contacts, vous verriez qu'il n'y a quasiment aucune variation de conservation de contact entre des protéines structurellement homologues. Donc ce n'est pas informatif, c'est un caractère beaucoup trop sélectionné. Par contre, si je fais ma phylogénie en cherchant les variations de distance intramoléculaire, là il y a beaucoup plus de flexibilité. Et il est probable qu'au niveau structural existe une flexibilité évolutive pour certaines distances intramoléculaires. Et c'est sur ça que nous avons construit nos arbres. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, la méthode est décrite dans JMB. Grosso modo, on fait un arbre pour chaque position, qu'on compare avec toutes les autres positions non alignées, et on se retrouve avec une collection d'arbres qu'on transforme en un arbre consensus, avec le support pour chaque branche, pour chaque nœud par rapport au nombre de colonnes. Et alors quand on a fait ça, ça c'est ce qu'on a publié dans TIPS il y a 2 ans maintenant, quand on a fait ça, c'était fantastique parce que rien qu'en donnant les structures connues à cette méthode-là, qui ne regardait pas les séquences, on a une classification qui nous sort de manière très très détaillée tous les cysteine rich domains qui sont en N-terminal dans le même coin, ceux qui sont en deuxième position dans le même coin, ceux qui sont en troisième position dans le même coin, et ainsi de suite. La classification basée sur la comparaison de structures nous donne un arbre qui ressemble de façon surprenante à ce à quoi on se serait attendu en regardant la structure des récepteurs. Or, la structure des récepteurs, on ne la donne pas ici. On donne seulement des domaines coupés les uns à côté des autres. Bon. Alors, il fallait essayer d'aller plus loin, et on s'est posé la question de savoir, mais est-ce que tout ça va nous informer un peu d'un point de vue évolutif? Est-ce qu'il y a un signal évolutif là-dedans, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Alors ça, c'est l'archétype de la relation entre un récepteur TNF et son ligand, d'accord? Alors ce que vous voyez, c'est qu'ici, vous avez le premier domaine, qui est en N-terminal, le suivant, le troisième et le quatrième, ok? Et vous voyez que l'interaction est surtout restreinte à cette zone-là. Alors on a posé la question suivante. On a dit, est-ce que c'est fonctionnel ou évolutif? Alors ici, j'ai un arbre structurel de mes domaines N-terminaux, de ces domaines-là, d'accord? Ok.
Pardon, ici ce sont les ligands, ce sont les ligands, les TNF. Ici, dont la structure est connue, et dont l'interaction est connue. Donc on sait que le TNF1 interagit avec le TNFR2,1, et ainsi de suite. Alors, si mon arbre structurel reflétait la relation qu'il existe entre mes ligands et mes protéines, je m'attendrais à quelque chose de précis. Je m'attendrais à ce que deux voisins, comme c'est le cas ici, interagissent avec deux voisins. Ce n'est pas du tout ce que j'observe. Je vois que ces deux gars-là, ils sont dans le même coin dans leur arbre, et il y en a un qui interagit avec un ligand, avec un récepteur de ce côté de l'arbre, et l'autre de ce côté de l'arbre. Est-ce que c'est grave, docteur? Pas vraiment. Parce qu'on sait que les CRD N-terminaux ne sont pas impliqués dans la spécificité de l'interaction. On sait qu'ils sont impliqués dans quelque chose qui s'appelle le PLAD, le Pre-Ligand Association Domain, qui est juste une espèce de CRD que le récepteur laisse se pendre et qui essaye d'attirer les ligands de manière non spécifique. D'accord? Et alors, quand on regarde ensuite, on voit que le deuxième CRD, les lignes se croisent aussi de manière abominable, et c'est pas surprenant non plus parce qu'on sait que ce CRD n'est pas impliqué dans la spécificité, il est impliqué dans l'intensité de l'interaction, dans l'intensité du binding. Par contre, on sait, et ça a été montré expérimentalement, que le troisième est lui impliqué dans la spécificité. C'est lui qui interagit avec les parties variables, c'est lui qui détermine la spécificité d'un ligand avec son récepteur. Et là, aux surprises, les lignes se croisent beaucoup moins. Et les voisins ont tendance à interagir avec les voisins. C'est-à-dire que les voisins du ligand ont tendance à interagir avec les voisins structurels au niveau du récepteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train d'observer la sélection naturelle dans ce qu'elle a de plus beau. On est en train d'observer un ligand ou un récepteur qui sont en train de se suivre évolutivement. Parce que vous comprenez bien que pour un récepteur qui n'est pas capable d'interagir avec un ligand ne sert à rien. Et un ligand qui n'est pas capable d'interagir avec un récepteur ne sert à rien. Donc ces deux-là ont une très très forte tendance à coévoluer. Parce que s'ils ne coévoluent pas proprement, eh bien, ils vont disparaître. Ils n'auront aucune fitness d'un point de vue évolutif. Donc on voit vraiment l'évolution, on est en train de suivre les oiseaux et les fleurs de Darwin qui sont en train de coévoluer. Alors, à quoi est-ce que ça va nous amener? Eh bien, systématiquement, on voudrait savoir si on peut vraiment faire des arbres structuraux. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'appeler ça un arbre structural. J'appelle ça une classification structurale. Et le reste de notre travail, ça va être de montrer que ce qu'on appelle une classification structurale est en réalité un arbre phylogénétique, et un arbre phylogénétique valide pour les branches profondes. D'accord? Pour ça, on est en train, on a récupéré dans PIFAM absolument toutes les structures. Pourquoi PIFAM? Même si PIFAM n'est pas la meilleure banque de données, je vous le montrais tout à l'heure, c'est la plus extensive, et on a maintenant plusieurs centaines de datasets où on a toutes les structures, et on a ce premier résultat qui est vraiment très préliminaire, hein, on travaille là-dessus, mais on a montré, c'est pas publié, on a montré que si on faisait des arbres, les meilleurs arbres qui peuvent être faits aujourd'hui à partir de la séquence, des arbres de maximum likelihood, donc on prend nos structures, on fait un arbre maximum likelihood, on regarde les nœuds qui sont très soutenus par le bootstrap, les nœuds sur lesquels on a une forte confidence. On fait le même arbre avec des méthodes de reconstruction structurale et on se rend compte que les nœuds communs sont aussi les nœuds qui vont être les mieux soutenus par l'analyse structurale. D'accord? Et là, ce qui est remarquable dans ce résultat, c'est que vraiment, arbre basé sur la séquence et arbre basé sur la structure, ce sont des informations totalement séparées. Ce sont deux mondes qui ne discutent pas. Donc on utilise deux informations orthogonales et elles nous disent à peu près la même chose. Ce qui est quand même une indication assez forte que ce que nous voyons au niveau structural est effectivement un signal évolutif et non pas un signal purement résultant d'une évolution convergente. Okay? Alors tout ça c'est disponible sur des serveurs, tous les outils qu'on fait sont toujours en libre accès, ils sont disponibles, donc tout est disponible sur tcofi.org, c'est là qu'on met absolument tout. On peut y faire des alignements avec le TSCS, on peut y faire des réplicas pour faire des arbres phylogénétiques, et on peut y faire aussi des arbres structurés. Okay? Alors je veux terminer en présentant mon équipe. Donc la personne qui a été très en charge de ce travail, c'est Séverine Magui, c'est vraiment lui qui a été le porteur du projet, c'est une collaboration avec Luis Serrano, et Jiaming Chang, qui fait maintenant un postdoc à l'IGH à Montpellier, a été l'auteur principal sur la méthode TCS que j'ai présentée au début de ce séminaire. Et c'est Damien Devienne, qui travaille au CNRS à Lyon,
qui est le collaborateur avec qui nous faisons les comparaisons de phylogénie de séquences et de structures. Mais voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que Je pense que c'est un des problèmes qu'on a eu dans le passé et qu'on a beaucoup négligé dans l'évolution des protéines qui ont une structure avec des sites actifs, c'est la recombinaison. C'est-à-dire que la plupart des arbres, bien entendu, sont basés sur le fait que chaque élément est un élément. Or, on voit que c'est fini, on vit dans des mondes dans lesquels les organismes vivent, ce qu'on appelle le conservateur. Et la capacité d'échange, de recombinaison, très long, entre des organismes différents qui ont des gènes qui ont des structures différentes, c'est très important, c'est très négligé, c'est pour ça qu'on a des signaux phylogénétiques à côté très différents des signaux de structure. Je pense que ça a été très profondément sous-estimé l'importance des échanges génétiques entre les séquences très proches. Je pense que c'est ce qui brouille beaucoup la différence entre les signaux phylogéniques et les signaux de structure. Tout à fait. Alors je soupçonnerais, mais ça reste à prouver, que les signaux structuraux sont beaucoup plus dichotomiques, parce qu'ils ont trait à des séparations très anciennes, où les choses ont eu ensuite le temps de recombiner et de se nettoyer. Donc ça voudrait dire que dans le modèle que je présente ici, on pourrait imaginer des arbres qui soient des réseaux, qui soient beaucoup plus arbres à la base, et qui deviennent progressivement ce que tu appelles des rhizomes, voilà, vers la surface, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est parce que je pense que ça va être très difficile d'avoir un échange valable quand les structures ont commencé à diverger. Tu vois, tant que les structures sont bien conservées, ça doit pouvoir s'échanger assez facilement. Mais dès qu'il y a des repositionnements ici ou là, ça doit être plus difficile d'avoir un fold, d'avoir une molécule qui peut se folder quand on fait un échange. Mais ça reste à prouver, hein. Ça, il faut voir. Ça dépend en réalité de un des trucs les plus frappants qu'elle a eu, c'est l'étude, si tu veux, des différentes souches de Legionella blanc à l'intérieur qui ont l'habitude de vivre ensemble les uns avec les autres en même temps cellulaire. Donc dans un milieu qui est très contraint, et donc dans lequel effectivement les gènes ne partent pas dans le flux, ils restent à l'intérieur. Et donc le niveau de recombinaison là est maintenant entre les très proches. Et si tu as même GC%, tu es relativement proche, ça veut dire qu'on arrivait à voir se décrire ce qu'on appelle maintenant le mosaïcisme, si tu veux, à une vitesse absolument phénoménale. Donc bien entendu, c'est à mon sens, c'est le seul processus qui permette d'expliquer la vitesse évolutive. Parce que notre vision, une mutation acceptée ou refusée, c'est beaucoup, même avec des populations. Si on pense à l'espace protéique, 20 à la puissance n, même la population bactérienne la plus immense en explore une partie tellement ridicule qu'il faut des mécanismes synergétiques pour explorer ça. Il faut des mécanismes parallèles. Et ça c'est le parallélisme de la vie. Vous avez faim. Très bien, merci encore. Merci.